Nous n'avons pas de place pour tes enfants à Noël, m'a dit ma mère. Mon frère a ricané. Ouais, viens juste toi-même. Ils sont trop bruyants de toute façon. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai repris tous les jouets que j'avais achetés pour mes neveux. À 7h10 du matin, ma sœur m'a envoyé un texto, où sont les cadeaux? Il pleure. J'ai répondu, je suis venu moi-même, tu te souviens. C'était un de ces moments où l'on reste assis, abasourdi, sans même être sûr de ce qui vient de se passer. J'étais à la maison, 2 semaines avant Noël, et les enfants, dans le salon, décoraient le petit sapin artificiel que nous avions sorti du débarras. Ils étaient si excités, posant des questions sur le moment où nous irions chez papy et mamie, si les cousins seraient là, si nous pourrions dormir sur place comme l'année dernière. Je leur ai dit que oui. À ce moment-là, je le croyais vraiment. Puis l'appel est arrivé. Ma mère, d'un ton parfaitement neutre, m'a dit qu'il n'aurait pas de place pour les enfants cette année, comme s'il s'agissait d'un problème de réservation d'hôtel. Elle a dit que la famille de ma belle-sœur serait là, que ce serait trop bondé et trop bruyant, et que les choses étaient déjà mouvementées. Tu peux toujours venir, a-t-elle dit, mais sans les enfants. Avant même que je puisse assimiler l'information, la voix de mon frère s'est fait entendre en arrière-plan. Ouais, viens juste toi-même. Ils sont trop bruyants de toute façon. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je crois que j'ai juste dit, d'accord, et j'ai raccroché. Que dire d'autre? Je suis resté assise sur mon lit pendant un long moment après ça, essayant de trouver comment l'annoncer à mes enfants sans les briser. Je n'ai pas pu le faire, alors je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que les plans avaient changé, et que nous aurions notre propre Noël spécial à la maison cette année. Ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas pleuré, mais je l'ai vu sur leur visage. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous n'y allions pas. Ils ont juste hoché la tête et ont continué à décorer, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Le pire, dans tout ça? J'avais déjà livré tous les cadeaux. Une semaine plus tôt, je les avais déposés chez mes parents pour les garder hors de la vue de mes propres enfants. J'ai toujours mis le paquet pour Noël. Ce n'était pas pour me vanter, c'était simplement comme ça que j'avais été élevé. Si tu aimes les gens, tu es là pour eux. J'avais acheté à mes neveux ce qu'ils réclamaient toute l'année, une Nintendo Switch pour le plus jeune, un iPhone reconditionné pour l'aîné. J'avais emballé des boîtes de puzzles, des ensembles Lego, des figurines d'action et des loisirs créatifs. J'avais même inclus ces petits plus, comme des chaussettes, des bonbons et des livres de Noël. Je pensais faire quelque chose de bien. Cette nuit-là, après l'appel, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la facilité avec laquelle ils avaient écarté mes enfants, comme s'ils ne comptaient pas, comme s'ils n'étaient qu'un bruit de fond. Alors, vers 22h30, je suis retourné en voiture chez mes parents. J'avais encore un double des clés. Personne n'était levé. Je suis entré, je suis allé directement dans le coin de la salle à manger où j'avais empilé les cadeaux, et j'ai tout pris, absolument tout. Ils ne les avaient même pas déplacés. Ils étaient toujours là, comme des dons oubliés. Je les ai chargés dans mon coffre, j'ai refermé doucement la porte et je suis rentré chez moi. Je n'ai rien dit aux enfants. Je n'ai rien dit à personne. Puis le matin de Noël est arrivé. À 7h10 précise, le texto de ma sœur est arrivé, en majuscule, au accent grave sont les cadeaux? Il pleure. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Je suis venu moi-même, tu te souviens? J'ai attendu. Rien. Aucune réponse. Ni d'elle. Ni de ma mère. Ni de mon frère. Ils avaient organisé toute leur journée en s'attendant à ce que je règle tout, comme je le faisais toujours. C'est moi qui apportais la nourriture, les cadeaux, l'étincelle. C'est moi qui payais la voiture de location que ma sœur utilisait chaque Noël pour rentrer. J'aidais avec leurs factures. Je laissais mes parents utiliser ma carte pour les courses, l'essence, tout ce dont ils avaient besoin. Je n'ai jamais tenu les comptes. Je donnais, simplement. Et il n'a fallu qu'un seul appel pour qu'ils me fassent comprendre que mes enfants n'étaient pas les bienvenus. Ils n'avaient aucune idée que les cadeaux n'étaient que le début. Le lendemain de Noël fut étrangement calme. Pas de texto, pas d'appel, même pas le message passif-agressif habituel de ma mère, j'espère que tu as passé une bonne journée. Ils devaient probablement ruminer. Je les imaginais, faisant les 100 pas, chuchotant à mon sujet, se demandant ce qui avait mal tourné. Ils n'ont jamais vraiment demandé pourquoi j'avais repris les cadeaux.
Personne n'a même reconnu ce qu'ils avaient dit au téléphone. Mais je n'attendais pas d'excuses. Ce matin-là, je me suis connecté à mon application bancaire, et j'ai retiré mes parents comme utilisateurs autorisés de ma carte secondaire. C'était une chose que j'avais faite discrètement quelques années auparavant, juste pour leur faciliter la vie. Les courses, l'essence, de petites choses ici et là. Ils traitaient cela comme un droit tacite, mais maintenant, c'était terminé. À midi, ma mère a appelé. Non pas pour dire quelque chose de significatif, juste pour dire que sa carte ne fonctionnait pas et si je pouvais vérifier. Je lui ai dit qu'elle devrait fonctionner et j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, j'ai envoyé un texto à ma sœur. « As-tu toujours besoin d'aide pour louer la voiture pour le nouvel an ?» Elle a répondu immédiatement. « Oui, s'il te plaît. » J'allais justement te le demander. J'ai répondu « Pas possible cette année. Les temps sont durs. » Elle n'a pas répondu après ça. Je savais qu'elle était furieuse. Elle pensait probablement que je faisais ça par dépit. Et honnêtement, c'était le cas, mais pas par mesquinerie, par lucidité. Je n'allais plus être le filet de sécurité pendant qu'ils prétendaient tous savoir voler. Je suis allé dans le placard et j'ai sorti tous les cadeaux que j'avais repris. Mes enfants n'ont jamais su qu'ils étaient destinés à quelqu'un d'autre. J'ai donné la console à mon fils et j'ai emballé les ensembles Lego pour l'anniversaire de ma fille, qui approchait en janvier. L'iPhone, je l'ai gardé. Je pensais le vendre, mais j'ai fini par le donner à un refuge pour femmes locales qui aide les adolescentes sorties du système de placement familial. C'était mieux que de le donner à un enfant qui n'aurait même pas dit merci. Puis la campagne de culpabilisation a commencé. Ma tante m'a envoyé un texto, l'air de rien, me demandant si tout allait bien entre ma mère et moi. Ensuite, mon cousin m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de ma sœur. Quelque chose de vague sur certaines personnes qui oublient le sens de la famille. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le soir du Nouvel An, ma sœur a de nouveau envoyé un texto. Les garçons n'arrêtent pas de demander pourquoi tu les détestes. J'ai fixé le message pendant un long moment. Mes neveux, ils n'étaient pas impliqués dans ce jeu, mais il ne s'agissait pas de les détester. Il s'agissait de protéger les miens. Alors, j'ai répondu, je ne déteste personne, mais vous avez tous oublié que mes enfants existent. Toujours rien. L'ironie ? Mon ex-mari, qui vit à 3 états de distance et a toujours été inconstant, a réussi à envoyer un grand paquet à nos enfants, des cadeaux emballés, des cartes attentionnées. Il a même inclus une décoration de Noël faite à la main avec leurs initiales. C'est arrivé en retard, mais c'est arrivé. Ils étaient ravis. Pendant ce temps, les gens qu'ils voyaient chaque année ne leur ont rien donné. Pas même un appel. Pas même une carte. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne reviendrai pas en arrière. Pas l'année prochaine. Jamais. Ils étaient tellement habitués à ce que je comble toutes les lacunes qu'ils n'ont jamais remarqué quand j'ai commencé à retirer des choses. Mais ils allaient bientôt s'en rendre compte. Les retombées ne furent pas bruyantes. C'est ce qui m'a surprise. Pas de confrontation dramatique, pas de cris, juste un silence lent, comme un tissu qui se démaille, point par point. Quelques jours après le début de janvier, ma mère a finalement rappelé. Sa voix était normale, trop normale. Elle a demandé des nouvelles des enfants, a demandé comment s'était passé notre Noël, comme si de rien n'était, comme si elle ne les avait pas désinvités. J'ai répondu poliment, brièvement. Je n'en ai pas parlé, et elles non plus. C'était leur tour de passe-passe préféré, prétendre que la blessure n'existe pas, puis agir avec confusion quand on commence à boiter. Elle a terminé l'appel en disant qu'elle espérait que nous viendrions bientôt. J'ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'ils ont supposé que tout redeviendrait normal une fois que je me serais calmé. C'est comme ça qu'ils parlaient de moi. Émotive, dramatique, sensible. Autant de mots de code pour dire « arrête de donner quand elle est fatiguée d'être utilisée ». Ce mois-là, je n'ai pas envoyé l'argent habituel pour les médicaments de papa. Il n'a pas appelé. Ma mère, si. Elle a dit quelque chose de vague sur des problèmes d'assurance. Je lui ai dit que la pharmacie pourrait l'aider à régler ça. Elle n'a rien dit après ça. Je pense qu'elle a finalement compris que la carte était vraiment désactivée, que le robinet était à sec. Ma sœur m'a envoyé un texto 2 semaines plus tard, me demandant si je pouvais garder ses enfants pour le week-end afin qu'elle puisse aller à un mariage. J'ai juste répondu, non, désolé. Pas d'excuses, juste la vérité.
Sa réponse fut un seul mot, waouh. Une semaine plus tard, la femme de mon frère m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de s'en mêler, mais que les enfants étaient vraiment tristes et que tout le monde te manque. Aucune mention de ce qui s'était passé. Aucune prise de responsabilité, juste de la culpabilité déguisée en inquiétude. Je n'ai pas répondu. Je passais plus de temps avec mes propres enfants que je ne l'avais fait depuis des mois. Sans courir partout pour faciliter la vie des autres, sans gaspiller de l'argent et de l'énergie pour des gens qui n'aimaient même pas la présence de mes enfants. Nous faisions du chocolat chaud un soir sur deux, nous jouions à la Switch, nous faisions de longues promenades dans le quartier. Je les ai vus s'installer dans une sorte de paix. Ils avaient l'air de ne plus se sentir comme des citoyens de seconde zone dans leur propre famille. Un soir, ma fille a demandé « Pourquoi ne sommes-nous pas allés chez mamie ce Noël ?» J'ai répondu « Parce que ce n'était pas un endroit pour nous cette année. » Elle y a réfléchi une seconde et a dit « Ce n'est pas grave. J'ai préféré notre Noël. » Et c'était tout. Pas de larmes, juste la vérité. Pendant ce temps, des fissures ont commencé à apparaître dans la machine familiale. J'ai appris par un cousin que la voiture de ma sœur était tombée en panne et qu'elle ne pouvait pas aller travailler, que mes parents demandaient de l'aide pour les factures, que la femme de mon frère se plaignait de la façon dont tout nous est tombé dessus dernièrement. Il commençait à sentir le poids, celui que je portais sans qu'il s'en rende compte. Chaque petite chose que je faisais discrètement soutenait bien plus qu'il ne le réalisait. Sans moi, le vide apparaissait. Mais aucun d'eux n'a appelé pour s'excuser. Aucun d'eux n'a dit « Nous avons eu tort ». Et maintenant, je n'étais pas seulement parti. J'observais, et j'en avais fini de jouer l'idiote. Mi-janvier, les choses ont commencé à devenir étrangement transactionnelles. Le silence était terminé. Pas avec des excuses ou une réconciliation, mais avec des demandes Venmo. Des demandes aléatoires, tacites, de ma mère. 25 € par-ci, 50 € par-là. L'une était étiquetée pour l'essence. Une autre disait « On a besoin de nourriture ». Elle n'a jamais envoyé de texto ni appelé pour expliquer, elle a juste envoyé la demande comme si nous étions encore en décembre et que je jouais encore mon rôle. Je n'ai pas envoyé un centime. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Ma mère. Elle semblait agréable au début. Trop agréable. Elle a demandé des nouvelles des enfants, ce qu'ils faisaient, comment se passait l'école, comme si nous n'avions pas passé Noël séparés par un mur invisible qu'elle avait construit. Je l'ai laissé parler. Puis elle a dit, au fait, j'ai envoyé quelques demandes Venmo. Tu les as vues? J'ai dit, oui. Elle a fait une pause, s'attendant à ce que je propose quelque chose. Comme je ne l'ai pas fait, elle a réessayé. Les temps sont un peu durs en ce moment. J'ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit avant Noël? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis est venue l'excuse inévitable. Je ne le pensais pas comme ça. Il allait juste y avoir beaucoup de monde cette année. On essayait de faire simple, non? Simple. Et apparemment, le moyen le plus simple de faire de la place était de retirer 2 enfants de l'équation. Je lui ai dit que je n'aiderais plus, ni financièrement ni autrement. Elle a poussé un de ses soupirs brefs et tendus, puis a dit, eh bien, j'espère que ce n'est pas permanent. On est toujours une famille. Je n'ai rien répondu. Je pense que nous connaissions toutes les deux déjà la réponse. Et puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Mon fils est entré dans la cuisine, sa tablette à la main, l'air un peu confus. Il a demandé, pourquoi oncle Tom a dit que le Père Noël ne nous aime pas? Je me suis figé. De quoi tu parles? Il m'a montré l'écran. Mon frère avait posté une story Instagram. Une courte vidéo, probablement destinée à disparaître en 24 heures, mais pas assez vite. Il se tenait dans sa cuisine, filmant une petite boîte de briques de construction de sous-marque sur le comptoir. Il a dit, j'imagine que c'est à ça que ressemble Noël quand quelqu'un décide de jouer les Grinch. En arrière-plan, sa femme a ri et a dit, l'année prochaine, on dira juste aux enfants que le Père Noël est allergique au drame. Ils n'ont pas dit mon nom. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont fait de mes enfants la chute d'une blague mesquine en ligne. Ils ont transformé une trahison familiale en contenu pour leurs amis. Mes enfants ont été exclus, et maintenant on se moquait d'eux pour ça. Et cela les a atteints via un écran qu'ils n'étaient même pas censés regarder ce jour-là. Cette nuit-là, je suis allé sur notre ancien chat de groupe familial, celui où nous planifions les vacances et les anniversaires et nous envoyions des mèmes au hasard.
Personne n'y avait dit un mot depuis décembre. J'ai envoyé un seul message, vous pouvez aussi vous désabonner de moi dans la vraie vie. Puis j'ai quitté le chat. Personne n'a donné suite. Pas un appel, pas un message, pas même une défense timide. Mais voici ce à quoi ils n'avaient pas pensé, j'avais encore tous leurs papiers d'impôt. Chaque année, ils m'envoyaient leur formulaire WE2, leur reçu, des captures d'écran et des informations de connexion. Je déclarais tout, je les aidais à obtenir de meilleurs remboursements, je corrigeais leurs erreurs. Ils n'ont même jamais appris à le faire eux-mêmes. Ma sœur avait déjà posté les siens, comme une horloge, la première semaine de janvier. Une enveloppe Kraft avec sa note griffonnée, peux-tu le faire pour le 20 ? J'ai besoin du remboursement dès que possible. Je l'ai glissé dans un tiroir et je n'y ai pas touché. Pas de message, pas d'avertissement, juste rien. Qu'ils se débrouillent cette année, ou pas. Car ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que je n'étais pas seulement celle qui apportait les cadeaux. J'apportais les connaissances, l'argent, le soutien, la stabilité. J'étais l'infrastructure invisible sur laquelle ils s'appuyaient tous, et ils l'ont pris pour acquis parce que je donnais l'impression que c'était facile. Maintenant, petit à petit, je démantelais tout, tranquillement, minutieusement, et ils commençaient à le sentir. Février est arrivé et l'atmosphère a changé. Ce n'était pas dramatique. C'était le genre de changement qui s'insinue lentement jusqu'à ce que, soudain, il soit indéniable. Ma sœur m'a envoyé un texto en premier. Pas de salutation, juste, salut, tu as fait la déclaration ? Mon remboursement arrive généralement à cette période. J'ai fixé le message 1 minute, puis j'ai posé le téléphone. Elle a attendu un jour avant de relancer. Marie, j'en ai vraiment besoin. Mon loyer arrive. Peux-tu au moins me dire ce qu'il en est ? J'ai répondu le lendemain. Je n'ai rien déclaré cette année. Tu devras le faire toi-même. Elle a répondu en moins de 5 minutes. Tu es sérieuse ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Ça fait des semaines que j'attends. Je n'ai pas répondu. Non pas par cruauté, mais parce que je n'avais plus rien à expliquer. Elle ne m'avait jamais remercié quand je le faisais. Pas une seule fois en 7 ans que je m'occupais de ses impôts. Pas une carte cadeau, pas un mot gentil, juste de l'attente, de la supposition. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. C'était inhabituel. Il a commencé par des banalités, me demandant la météo, comment allait le travail, si les enfants allaient bien. Je savais où il voulait en venir, alors j'ai juste attendu. Puis il l'a dit. J'ai entendu dire que tu n'aidais pas pour les impôts cette année. Je l'ai confirmé. Il est resté silencieux, puis a dit, on a toujours compté sur toi pour ce genre de choses. J'ai demandé, tu veux dire, de la même manière que mes enfants comptent sur le fait d'avoir une famille qui veut d'eux. Silence. Finalement, il a dit, ta mère ne voulait pas te contrarier. Les choses se sont juste compliquées avec les fêtes. Mais je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'avais dépassé ce stade. Je ne leur faisais tout simplement plus confiance, et je ne leur devais pas la stabilité qu'ils ne m'avaient jamais donnée, ni à moi ni à mes enfants. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait une solution et que je devais y aller. Cette semaine-là, j'ai reçu un email. De la femme de mon frère, de toutes les personnes. Ton formel, objet, aide. Elle expliquait qu'ils essayaient de refinancer la maison et avaient besoin d'aide pour organiser les documents financiers. Elle disait que j'avais toujours été celle qui gérait ce genre de choses. Puis, nonchalamment à la fin, elle a ajouté, ce serait super de récupérer cet iPhone si tu ne l'as pas déjà vendu. Il était pour Tyler et il est assez contrarié. Je l'ai relu 2 fois, me demandant si elle était sérieuse. Je n'ai pas répondu. Il pensait que tout cela était temporaire, que j'étais juste émotive, que finalement je m'en remettrais, que je reviendrais au bercail, que je reprendrais le flambeau. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je les regardais apprendre à se noyer. L'amie de ma mère, une femme que je connaissais à peine, m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il y avait un drame et espérait que je ne laisserais pas un malentendu ou tout gâcher, que la famille, c'est tout. Je n'ai même pas répondu à celui-là. Mais quelque chose d'étrange s'est produit vers la fin du mois. Un paquet est arrivé pour mes enfants. Pas d'adresse de retour, juste une pile de livres, des bonbons, et une carte qui disait « Vous êtes tellement aimés ». À l'intérieur, il y avait 2 billets de 100 € glissés entre les pages.
Mon fils a pensé que c'était encore de mon ex, mais je savais que non. Ces cadeaux arrivaient toujours via Amazon. Celui-ci semblait plus personnel. Peut-être que c'était quelqu'un de la famille qui réalisait enfin jusqu'où ils avaient poussé les choses. Ou peut-être que quelqu'un avait vu que le vent avait tourné. Mes enfants allaient bien. Ils allaient plus que bien. Ils s'épanouissaient. Parce que pour la première fois, tout ce qu'on leur donnait venait de quelqu'un qui les avait choisis. Les gens qui les ignoraient autrefois luttaient maintenant, se démenaient, manquaient les échéances fiscales, perdaient l'accès à l'argent, demandaient de l'aide comme ils n'avaient jamais eu à le faire auparavant. Et tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de donner. Pas d'avertissement, pas de combat, juste l'absence. Une absence, il s'avère, est plus bruyante que tout ce que j'aurais pu dire. En mars, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'avais pas pleuré une seule fois. Pas quand ils ont exclu mes enfants. Pas quand j'ai retiré les cadeaux de sous leur sapin. Pas quand ils ont commencé à s'effondrer un par un, essayant de réparer les dégâts sans jamais en reconnaître la cause. Je n'avais pas pleuré parce que, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais libre. Un matin, j'ai reçu un texto de mon frère. Salut, maman est à l'hôpital. Rien de grave. Pression artérielle. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Cela aurait fonctionné sur moi, autrefois. La culpabilité vague. L'implication que si je ne me montrais pas maintenant, j'étais la méchante. Mais même cela semblait différent maintenant. Il ne m'informait pas par inquiétude. C'était un appât. J'ai répondu, j'espère qu'elle va bien. C'est tout. 2 heures plus tard, ma mère m'a envoyé un texto depuis son lit d'hôpital. Vas-tu vraiment laisser cette famille s'effondrer à cause de Noël? Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu, car il ne s'agissait pas de Noël. Il s'agissait d'années à être le plan de secours. Celle qui réparait les choses, finançait les choses, réglait tout pendant que mes enfants étaient traités comme un bruit de fond. Ce n'était pas un moment. C'était un millier de petits moments. Cette fois, je les ai juste laissés s'accumuler jusqu'à ce que j'en ai assez. À peu près au même moment, une lettre est arrivée par la poste, manuscrite. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Ma sœur. C'était 2 pages. Elle écrivait sur la difficulté des choses, sur le fait que l'ancien temps lui manquait, sur la façon dont les enfants, ses enfants, n'arrêtaient pas de demander quand ils reverraient Tati Marie. Elle n'a jamais mentionné ce qu'elle avait dit au téléphone ce soir-là. Jamais mentionné le commentaire « Ils sont trop bruyants de toute façon ». Juste dit que nous étions tous stressés. Je crois qu'on a oublié tout ce que tu fais pour tout le monde. Cette partie m'a fait rire. On a oublié. Pas on l'a pris pour acquis. Pas on vous a traité, toi et tes enfants, comme une seconde pensée. Oublié. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir avec ses documents fiscaux, toujours intacts. En avril, j'ai réservé un voyage pour moi et les enfants, quelque part au chaud, juste nous 3. Nous avons séjourné dans un hôtel, commandé le service en chambre, nagé dans une piscine sur le toit. Je les ai regardés rire, vraiment rire, sans essayer de gagner l'attention de qui que ce soit, de rivaliser avec les cousins ou de marcher sur des œufs. Nous avons fait un appel vidéo avec leur père pendant notre séjour. Il essayait, à sa manière maladroite. Il a demandé s'ils avaient reçu son paquet du Nouvel An, et ils ont souri et ont brandi la décoration faite à la main qu'il avait envoyée. Elle était inégale et un peu tordue, mais elle était à eux, et elle venait de quelqu'un qui s'en souciait. À notre retour, j'ai vu un dernier message dans ma boîte de réception de ma mère. On fait un brunch en famille le week-end prochain. J'espère que tu amèneras les enfants. Tout le monde aimerait les voir. Le voilà. Amène les enfants, pas viens juste toi-même. Je l'ai fixé un moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Parce que mes enfants ne leur manquaient pas. Ce qui leur manquait, c'était ce que mes enfants représentaient, le sentiment de famille, la chaleur, la commodité, l'illusion qu'ils étaient de bonnes personnes parce que quelqu'un d'autre, moi, faisait le gros du travail. J'avais déjà passé des années à construire un pont. Ils y ont mis le feu. Et maintenant, même en regardant la fumée, ils n'avaient toujours pas appris à construire quoi que ce soit eux-mêmes. Je n'étais plus en colère, juste lasse. La porte ne s'est pas claquée. Elle n'a même pas grincé. Elle s'est simplement fermée et est restée ainsi. Pendant des semaines après cette invitation au brunch, je m'attendais à moitié à un autre appel,
un autre texto, une tentative dramatique de réconciliation. Mais rien n'est venu. C'était comme s'ils avaient enfin réalisé que leur vieille ruse ne fonctionnait plus. Ni la culpabilité, ni l'obligation, ni le traitement silencieux ne pouvaient me ramener dans le cycle dont je m'étais éloigné. La vie sans eux est devenue étrangement simple. Je me réveillais le week-end sans un barrage de requêtes qui m'attendaient. Personne ne demandait de babysitting de dernière minute, pas de facture surprise, pas d'urgence vague qui atterrissait toujours sur mes genoux. Au lieu de cela, les matins étaient remplis de crêpes et de dessins animés, de rires résonnant dans une maison qui semblait enfin être la nôtre, et seulement la nôtre. Au début, je pensais que le silence serait synonyme de solitude, mais ce ne fut pas le cas. C'était la paix. Mes enfants ont commencé à inviter des amis, remplissant la maison d'un bruit qui aurait autrefois été critiqué comme trop. Mais maintenant, c'était le son de la liberté. Personne n'était là pour leur dire de se taire, personne ne les traitait comme des inconvénients, juste des enfants étant des enfants dans une maison qui accueillait chaque partie d'eux. J'ai commencé à remarquer les petites façons dont mon propre cœur guérissait, aussi. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à ce que je pouvais fournir aux autres. Si mes parents avaient besoin de courses, je m'en occupais. Si ma sœur avait besoin de loyer, je le faisais. Si mon frère voulait des cadeaux pour ses enfants, je livrais. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais assez. M'éloigner m'a montré qu'il ne s'était jamais agi de ce que je donnais. Il s'agissait de la facilité avec laquelle il pouvait prendre. Et quand la prise a cessé, le silence a commencé. J'ai commencé à me dire oui de petites manières. Oui à une soirée tranquille avec un livre après que les enfants se soient couchés. Oui à m'offrir une nouvelle paire de chaussures sans me demander quels autres besoins j'étais censé prioriser à la place. Oui à mettre de l'argent de côté plutôt que de le vider pour maintenir les autres à flot. Ce n'étaient pas des choix extravagants. Ils étaient ordinaires, mais ils étaient les miens. Mes enfants ont aussi remarqué la différence. Ils ont commencé à avoir confiance que Noël, les anniversaires ou même de simples mardis nous concernaient, nous, et non pas si la famille élargie approuverait ou les inclurait. Mon fils ne demandait plus si mamie aimerait ses dessins. Ma fille a arrêté de répéter de petites performances dans l'espoir d'impressionner un oncle qui ne s'est jamais assez soucié pour applaudir. Ils ont cessé d'attendre une validation qui ne venait jamais et l'ont plutôt trouvée ici, à la maison, dans l'amour que nous avions les uns pour les autres. Les mois ont passé, et le printemps a fait place à l'été. Les nouvelles de la famille me parvenaient encore par le biais de cousins ou de publications occasionnelles sur les réseaux sociaux. J'ai entendu parler de paiements hypothécaires manqués, de ma sœur jonglant avec les emplois après que sa voiture soit finalement tombée en panne pour de bon, de la femme de mon frère se plaignant en ligne que certaines personnes ne comprennent pas la loyauté. Mais rien de tout cela ne m'est parvenu directement. Ils avaient cessé de demander, et dans leur silence, j'ai trouvé une étrange sorte de confirmation, ils m'avaient toujours vu comme une ressource, pas comme une personne. Un après-midi de juin, alors que j'étais assise à regarder les enfants courir dans les arroseurs dans le jardin, j'ai réalisé à quel point je me sentais plus légère. Le bourdonnement constant de l'appréhension, la peur qu'à tout moment quelqu'un exige quelque chose de moi, avait disparu. À sa place, il y avait le calme. Pour la première fois depuis des décennies, je ne portais le fardeau de personne d'autre. Il y avait des moments, bien sûr, où la culpabilité tentait de revenir. Des nuits où je me souvenais des visages de mes neveux où je me demandais si mes parents étaient assis dans leur maison à me blâmer pour la fracture. Mais chaque fois que cette douleur commençait, je me rappelais que je n'avais pas brisé la famille. J'avais juste arrêté de laisser la famille me briser. Au moment où Noël est revenu, je n'ai pas attendu d'invitation. Je ne m'attendais pas à un appel. Au lieu de cela, j'ai planifié un autre voyage. Juste moi et mes enfants. Nous sommes à l'Esquier, avons construit des bonshommes de neige, bu du chocolat chaud dans un chalet près du feu. Mes enfants s'endormaient chaque nuit, fatigués mais souriants, enveloppés dans le genre de joie que personne ne pouvait leur enlever. Le matin de Noël, alors qu'ils déchiraient des cadeaux choisis avec soin, ma fille a chuchoté, « C'est le meilleur Noël de tous les temps ». Et mon fils, souriant à travers un tas de papiers cadeaux, a ajouté, « Et personne n'a dit qu'on était trop bruyant ». C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue que nous étions libres. Pas libres de la famille entièrement, mais libres de la version de la famille qui nous avait demandé de nous rabaisser, de nous sacrifier, de disparaître. Libres des gens qui aimaient ce que je donnais, mais pas qui j'étais. Libres d'un cycle d'obligations déguisé en amour. La porte qui s'est fermée cette froide nuit de décembre ne s'est jamais rouverte.
Et je ne voulais plus qu'elle le fasse. Parce qu'en m'éloignant, je n'avais pas perdu une famille. J'en avais construit une, ici même, avec les 2 personnes qui comptaient le plus. Et c'était assez. Plus qu'assez.